Bonjour à tous, je suis Laurie Brio, je suis ingénieure de développement sur l'élevage des équidés au sein du pôle développement innovation recherche de l'IFCE. Et aujourd'hui, on va commencer un cycle de deux webconférences portant sur le lien entre l'infestation parasitaire des parcelles et la gestion des prairies. Donc aujourd'hui, on va traiter uniquement de la conduite de prairies et du lien avec l'infestation des parcelles. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de revoir rapidement les principaux parasites internes des équidés. Ensuite, de voir quels sont les moyens de lutte à notre disposition contre l'infestation par les strongs digestifs, parce que vous allez voir, on va se focaliser uniquement sur les strongs digestifs durant ce cycle de webconférence. Ensuite, on verra comment on mesure le niveau d'infestation par les strongs d'une pâture, quels sont les facteurs qui influent sur le niveau d'infestation des parcelles et bien sûr, quelles sont les pratiques qui permettent de limiter l'infestation. Donc on va se focaliser aujourd'hui sur la conduite de prairies, uniquement et nous verrons, les impacts, des différentes conduites de pâturage, le 20 juin 2024, dans la seconde partie. Tout d'abord, quels sont les principaux parasites internes des équidés? Donc comme on peut le voir sur cette diapositive, il existe une grande diversité de parasites qui peuvent infester les chevaux. Donc aujourd'hui, on va se focaliser essentiellement sur les nématodes et plus particulièrement sur les petits strongs ou les cyatostomes. Donc il faut savoir que les petits strongs, ça représente environ une quarantaine d'espèces, que 100% des équidés à l'herbe sont infestés, que la période d'infestation, eh bien, c'est pendant toute la saison de pâturage avec une infestation qui est quand même moindre en hiver et que les signes cliniques peuvent être graves, notamment chez les jeunes équidés en cas de forte infestation. Pour bien comprendre la suite de cette présentation, il est important de refaire un petit zoom sur le cycle de vie des parasites, donc des petits strongs. La contamination des chevaux a lieu essentiellement en pâture. Donc, les chevaux vont ingérer des larves de stade 3, ce qu'on appelle les L3. Donc, ces larves vont ensuite s'enquister dans la paroi du crotte-intestin pendant 1 à 2 mois. Puis, ces larves vont ressortir et se transformer en adultes, donc libres dans la lumière du crotte-intestin. Les femelles vont ensuite pondre des œufs et ces œufs vont être excrétés dans les crottins, donc vont être dans l'environnement. Une fois dans l'environnement, ces œufs vont se transformer en larves en larves de stade 1, de stade 2, puis de stade 3 et ces larves de stade 3 vont migrer dans l'herbe et être ensuite accessibles aux chevaux qui vont ingérer, cette herbe. Dans la pâture, il faut savoir que c'est la température, en fait, qui règle la vitesse de développement, des œufs, en larves et une récente étude a montré que cette durée d'évolution était d'environ 22 jours à 10 degrés et 5 jours à 30 degrés. Donc vous voyez la différence, d'évolution entre les différentes températures. Quels sont les moyens de lutte que nous pouvons avoir à notre disposition pour contrôler l'infestation, par les strongs digestifs? Voici 3 différentes stratégies de lutte. Donc la première que je voulais évoquer avec vous, c'est l'exploitation de la résistance des animaux. Avant, il faut savoir que comme pour les antibiotiques, la nécessité en fait de réduire les intrants médicamenteux en élevage concerne aussi les différents, antiparasitaires de synthère pour essayer de diminuer la diffusion des résistances. Donc l'idée est d'aller vers une gestion intégrée et plus durable du parasitisme. Une des premières stratégies de lutte est donc d'exploiter la résistance et la résilience, des animaux en essayant d'améliorer leur réponse face au parasitisme. Donc ça, c'est assez étudié chez les petits ruminants en essayant d'avoir des critères de sélection, génétique, dans des programmes à long terme pour, justement avoir des animaux qui soient plus résilients face, au parasitisme. Il y a aussi des études, en cours, sur la vaccination chez les bovins, mais on est toujours au stade de recherche. Chez les chevaux, malheureusement, il y a rien. Ensuite, une deuxième stratégie qui est la plus utilisée aujourd'hui est d'agir directement sur les vers présents dans les animaux, donc c'est-à-dire de traiter à l'aide de vermifuges ou de plantes bioactives. Donc cependant, en fait, l'usage, de manière systématique, de ces traitements chimiques ont conduit à l'apparition de populations de parasites, résistants, aux molécules actives qui sont présents, dans ces vermifuges et qui diminuent progressivement leur efficacité. De même, ces molécules, une fois, administrées aux chevaux, se retrouvent, en fait, dans les crottins et dans l'environnement et on constate un impact environnemental, négatif, sur plusieurs aspects et notamment sur, la faune coprophage, des prairies qui est essentielle à la dégradation des crottins et il y a aussi des études récentes qui ont montré un impact, sur la flore bactérienne. Pour faire un petit zoom, sur les résistances des parasites, aux vermifuges,
pour vous montrer les résultats d'une étude, récente, menée par l'ANSES, de Dozulé, où ils ont fait des tests d'efficacité de vermifuge dans 52 lots d'équidés, recrutés sur tout le territoire français et même, une structure en Martinique. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que, qu'il y a une forte, résistance dans près de 9 lots sur 10 au fenbendazole. Pour le Pyrantel, on a une résistance dans environ 30, enfin un tiers des lots, qui ont été, recrutés. Cette étude a aussi permis de mettre en évidence, des premiers cas de résistance à l'ivermectine, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Par contre, la moxidectine reste encore indemne, vis-à-vis des résistances. Cette étude a aussi montré, et identifié pour la première fois des populations de strongs qui étaient résistantes à 3 des 4 familles de vermifuges disponibles chez les équidés. Donc il est important de ne traiter que les équidés qui en ont besoin et de trouver des alternatives pour essayer de, diminuer, l'apparition de ces résistances. Ce sur quoi on va se focaliser, aujourd'hui, c'est cette dernière stratégie de lutte qui vise à contrôler la pression d'infestation et donc de réduire l'ingestion de larves présentes sur les pâtures. Comment on mesure le niveau d'infestation? Pour cela, on va réaliser des prélèvements d'herbes. Et dans ces prélèvements d'herbes, que recherche-t-on? On recherche donc, comme je vous l'ai dit précédemment, les larves L3 de Strong qui sont les formes parasitaires qui infestent les équidés. Il faut savoir que, les larves L3, en fait, ont un fort tropisme positif pour l'humidité. Ça veut dire qu'elles aiment l'humidité et la lumière de faible intensité. En fait, elles se trouvent en haut des brins d'herbe le matin et le soir et c'est à ce moment-là que les équidés vont les ingérer. Donc pour la réalisation des prélèvements d'herbe, il est préconisé de les effectuer le matin avant l'évaporation de la rosée, de les faire au plus proche de la base et avec des ciseaux pour éviter d'arracher les racines et de prélever de la terre qui pourrait biaiser ensuite, les comptages larvaires, en laboratoire. Quand on fait des prélèvements d'herbes, en fait, un point de prélèvement consiste en 2 séries. Une proche des crottins, on va faire des prélèvements d'herbes de 4 pincées d'herbe dans un rayon de 5 à 10 centimètres et une autre série loin des crottins, à au minimum 1 mètre et hors des zones de refus où il y avait pu avoir précédemment des crottins et là aussi on va faire 4 pincées d'herbe. Donc à chaque point de prélèvement, du coup, il y a 2 séries, on prélève 4 pincées d'herbe à chaque fois, donc ce qui fait un total d'environ 800 pincées. On va réaliser une centaine de points sur toute la parcelle qu'on va essayer de balayer en W pour quadriller toute la parcelle, avoir un prélèvement, le plus représentatif possible, de la parcelle qu'on veut étudier. Ensuite, on met toute l'herbe dans un sachet qu'on envoie, sous couvert du froid et très rapidement au laboratoire pour analyse parce que les larves L3 sont assez fragiles. Ensuite, quels sont les facteurs qui influencent, le niveau d'infestation des parcelles? Je vous ai ici mis un graphique, qui peut faire peur comme ça, mais qui est assez simple finalement, issu d'un projet où nous avons suivi, quasiment une trentaine, de lots d'équidés. C'était dans le cadre du projet Parasite Cimec, peut-être que vous y avez participé. Nous avons fait des comptages larvaires, durant 2 saisons de pâturage. Vous avez ici donc, les différents mois de prélèvement. Ici, les pourcentages de l'eau avec, des niveaux d'infestation qui sont, faibles pour, le vert et rouge, élevés. Donc avec en bleu, la courbe avec les précipitations, mensuelles et en rouge, les températures mensuelles. Ce que je voulais vous dire ici avec ce graphique, c'est qu'en fait, la température et l'humidité ont un fort impact sur, le niveau de contamination des parcelles par les larves infestantes. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit précédemment, la température règle la vitesse de développement des œufs en larves. L'humidité, en fait, assure la survie des larves et l'humidité conditionne surtout la migration, en fait, des larves depuis les crottins vers l'herbe. Donc ce qu'on peut voir ici, si on prend l'exemple de la saison, 2022, on voit qu'ici, au mois de juillet 2022, il y a eu une sécheresse et les comptages larvaires que vous voyez ici en août dans les différents lots, on voit que les niveaux d'infestation étaient assez faibles. En fait, en cas de sécheresse estivale, les larves qui vont être présentes sur la parcelle en dehors des crottins vont être exposées aux UV et aux températures élevées, donc elles vont, la plupart du temps mourir. Par contre, la migration des larves qui sont encore dans les crottins, dans l'herbe est totalement arrêtée puisqu'il n'y a plus l'eau nécessaire à la migration, l'humidité nécessaire à la migration des larves dans la parcelle et du coup, les crottins vont constituer ici un refuge humide et va préserver en gros la survie des larves dans les crottins. En revanche, ce qu'on peut voir après, c'est qu'on a eu un pic de précipitation, ici à partir de septembre et ce que vous pouvez voir ici en rouge, c'est que on a eu une explosion, vraiment des pics d'infestation des parcelles à cette période-là. En fait,
l'eau amenée par la pluie a libéré de façon massive toutes les larves, a permis aux larves de migrer, de façon massive, vers l'herbe et a donc, fait une explosion du nombre de larves présentes sur les parcelles. On peut aussi voir que la conduite de pâturage, a une influence non, négligeable sur le niveau d'inforestation des parcelles, mais nous verrons ça plus en détail dans la seconde partie de ce cycle de webconférence. Afin de prendre en compte, en fait, l'ensemble de ces facteurs, pour aider les gestionnaires d'équidés à mieux identifier les périodes à risque, un outil de simulation est en cours de développement pour les équidés. C'est un outil de simulation qui s'appuie sur un outil déjà existant en bovin qui s'appelle Parasitsim, donc qui prend en compte à la fois les conditions météorologiques, les conduites de pâturage, la vermification des animaux et l'immunité aussi qui se met en place, progressivement chez les bovins. Donc pour les chevaux, pour l'instant, on a, un outil qui prendra en compte les conditions météorologiques, les conduites de pâturage et la vermification. L'humidité, c'est un peu plus délicat pour le moment. Quelles sont les pratiques qui permettent de réduire l'infestation des parcelles? Donc on va se focaliser aujourd'hui sur, la conduite de prairie. En premier, nous allons parler du herçage. Le herçage, quand est-ce qu'il est, réalisé? Donc souvent, c'est au printemps ou à l'automne. Donc les effets bénéfiques du herçage sont sur la couche superficielle. Donc le herçage va permettre une aération des zones qui ont été gorgées d'eau pendant l'hiver, par exemple. Le nivellement de la surface aussi, sur les des surfaces sur les zones qui ont été piétinées, aussi pendant l'hiver. Ça va aussi permettre d'étaler, les taupinières et de disséminer les éléments fertilisants des déjections, permettant ainsi de diminuer le risque ensuite de pollution du fourrage par la terre et les crottins. Le herçage va aussi permettre, d'arracher les graminées médiocres et les plantes indésirables. Concernant, les effets bénéfiques du herçage sur la pousse, de l'herbe, ces effets-là sont très discutés parce qu'ils dépendent à la fois, des espèces présentes, du niveau d'hygrométrie du sol et aussi du matériel utilisé. Je vous ai remis ici les différentes conditions, les bonnes conditions, de réalisation et les mauvaises conditions de réalisation du herçage parce qu'en effet, en conditions non optimales, il est préférable de ne pas hercer au risque d'abîmer la prairie. Là, on parle vraiment d'un point de vue agronomique. Le herçage aussi ne permet pas d'améliorer la productivité de la prairie ni la minéralisation. Par contre, c'est une pratique qui est utile pour préparer les surfaces de fauche au printemps. On a vu que le herçage permettait d'éclater, les crottins et de les diminuer, pour permettre après l'assimilation, des éléments nutritifs, dans le sol. Mais d'un point de vue parasitaire, est-ce que c'est intéressant? Pour cela, je voulais vous montrer une étude qui a été réalisée en Suède. Donc, en fait, les chercheurs, ont, pris des crottins de 4 chevaux avec une expression, connue qu'ils ont disposés, sur une parcelle qu'ils ont divisée en 2. Donc ils ont fait, environ 120 tas de crottins sur, les 2 sous-parcelles. Dans la sous-parcelle A, ils ont passé la herse, donc au mois de juin. Donc ils ont choisi cette date parce que les conditions étaient optimales, en termes de température et surtout de pluviométrie. Il y avait une fenêtre sans pluie derrière et ensuite ils ont réalisé des comptages larvaires, toutes les semaines pendant environ 1 an. On peut voir les résultats sur ce graphique ici. Donc en ordonnée, vous avez ici la quantité de larves par, kilo de matière sèche d'herbe. En rouge, la courbe avec les résultats pour, la sous-parcelle B, donc la parcelle contrôle où il n'y a pas eu de herçage et en vert, la courbe pour la sous-parcelle A, où il y a eu, un passage de herse. Donc ce qu'on peut voir ici, eh ben, c'est que la quantité moyenne de larves L3, sur les 2 parcelles est identique. Donc le herçage n'a pas permis ici de réduire l'infestation des parcelles. Donc ce qu'il faut savoir sur le herçage, c'est qu'en fait, il y a très peu d'études scientifiques sur l'effet du herçage, sur le niveau d'infestation des parcelles. Cette étude suédoise montre qu'un seul passage de herse à la mi-juin sous un climat nordique, permet pas de réduire l'infestation de la parcelle, donc elle n'est pas conseillée. Que c'est une pratique qui est vraiment dépendante, des conditions météorologiques, post, herçage. Que le herçage, ben, comme je vous l'ai dit, va disperser les crottins dans la parcelle et donc les L3. Dans des conditions, météorologiques défavorables ou plus si je puis dire favorables à la survie, des larves, on va avoir, une augmentation, du risque d'infestation des chevaux malgré un chargement qui est adéquat. L'intérêt, de cette pratique peut être, meilleur si elle est réalisée, potentiellement en fin de saison ou en été
ce qui va permettre, d'exposer les larves à des conditions climatiques défavorables pour leur survie. En fin de saison de pâturage, c'est parce qu'après on va avoir, les effets, de l'hiver et notamment les alternances gel-dégel qui sont vraiment préjudiciables à la survie des larves, ou en été parce qu'en fait, il y a des études qui ont montré que, la survie des larves en été, en tout cas au-delà de 30 degrés, était vraiment minime. Ensuite, si on s'intéresse plutôt au broyage. Donc le broyage, c'est une pratique souvent que l'on fait après chaque passage d'animaux. L'idée est de favoriser, la repousse feuillue et homogène, du couvert et en enlevant ces zones, sèches et pieds, de permettre d'améliorer la digestibilité de l'herbe et l'appétence pour les animaux. L'idéal, c'est de, broyer avant la montée en graines des adventices pour éviter leur dissémination sur la parcelle, de ne pas broyer trop parce qu'en fait, on va accumuler de la matière morte à la base, de la plante et ce qui va gêner en fait, l'accès à la lumière et donc d'avoir une repousse qui soit, correcte et de bonne qualité. Dans l'idéal, c'est aussi d'accompagner le broyage d'un enlèvement des refus parce que sinon on va, accumuler de la matière, dans des zones qui sont déjà riches. Le broyage du coup, d'un point de vue, parasitaire, est-ce que c'est intéressant? En fait, il y a très peu d'études scientifiques, aussi sur le cheval. La majorité des résultats et des recommandations sont issus de travaux conduits chez les ruminants. Ce qu'on a pu, voir, c'est que, le broyage, en fait, peut créer un tapis végétal si on n'enlève pas, le broyat et en fait, ça va faire, en fait, une protection, des larves, face au soleil et face aux UV. Donc finalement, ça va plus les protéger si on laisse, le tapis végétal, en place et l'idéal, c'est d'éviter de le faire de le réaliser par, temps humide parce que ça favorise, du coup, la survie des larves. Concernant la fauche et pourquoi on s'intéresse à la fauche? Parce que on va réduire, la hauteur du couvert végétal et donc exposer davantage, les larves à des conditions climatiques pour elles préjudiciables pour leur survie. Là aussi, on a peu ou pas d'études scientifiques chez le cheval. On a aussi les principales recommandations aussi issues de travaux chez les ruminants, mais il y a quand même de nombreux auteurs qui mentionnent que la fauche va diminuer le risque d'exposition, en exposant en fait les larves L3 au soleil. Je vous ai remis ici en fait un petit tableau, issu d'une étude scientifique, qui a regardé la survie des larves, de Strongles, vis-à-vis de différents, conditions climatiques. Donc ce qu'on peut voir ici, je vous ai encadré en rouge, en fait, ce sont le stade qui nous intéresse, donc le stade 3 qui est la forme infestante pour les équidés et ce qu'on peut voir, c'est qu'elles sont très, sensibles à la chaleur et donc ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des études qui ont montré que laisser des larves à plus de 30 degrés pendant 8 jours, leur survie est vraiment, nulle. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que, ici, ce que je vous disais tout à l'heure, que l'alternance gel-dégel est vraiment aussi préjudiciable pour, la survie des larves. Il y a une étude qui a montré que plus de 5 alternances gel-dégel durant une saison hivernale, réduit considérablement, la survie des larves. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que, les larves sont très résistantes, enfin sont résistantes à la fois au froid et à la dessiccation. La dessiccation, c'est, une déshydratation assez poussée, des larves. Concernant ensuite la mise au repos. La mise au repos, souvent, on la fait pendant la période hivernale pour, permettre aux plantes de reconstituer leurs réserves. L'idéal, c'est, 2 mois de repos au minimum et de broyer, ou de faucher les refus au préalable et voire herser si, s'il y a besoin. On retourne, en Suède, donc avec, cette équipe, de recherche qui a, de nouveau pris, des crottins chez 10 chevaux avec une excrétion connue, qui les a disposés sur une parcelle préalablement, fauchée et qui a regardé, le nombre de larves, autour des crottins. Donc ils ont prélevé de l'herbe tous les mois de juillet à mai 2022, donc sur quasiment, 2 ans. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a, un pic d'infestation en septembre à peu près. Après, on a une stabilisation du niveau d'infestation. Il n'y a pas eu de prélèvement en hiver parce que le gel et la couche de neige fait que les prélèvements étaient impossibles. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'au printemps suivant, on a une diminution du nombre de larves dans les parcelles jusqu'à arriver à un niveau nul, mais seulement quasiment 18 mois plus tard, en novembre 2021. Ce qu'on peut voir ici, c'est que les larves, L3 ont survécu pendant les mois d'hiver,
que la mise au repos, pendant 1 an n'a pas permis, d'assainir naturellement la parcelle, mais a permis de réduire considérablement le niveau d'infestation de la prairie. Ce que les auteurs mentionnent, c'est que, ces larves qui sont retrouvées et qui sont comptées ici, là, après l'hiver, c'est qu'ils n'ont pas testé leur viabilité et surtout leur pouvoir, infectieux. Donc potentiellement ces larves-là elles sont recensées, mais est-ce qu'elles sont toujours, infectieuses pour le cheval? Ça n'a pas été montré. On va revenir en France avec le schéma que je vous ai montré, dans une diapositive, précédente, où on va se focaliser ici sur les mois de mars 2021 et mars 2022, qui sont les mois où, sortie d'hiver, du coup, où des comptages larvaires ont été faits dans plusieurs, lots, d'équidés en France, et ce qu'on peut voir ici, c'est que les niveaux d'infestation, comme vous pouvez voir ici, les barres sont, totalement vertes. Donc on voit des niveaux d'infestation qui sont très faibles. On peut voir que l'hiver a un effet, sur la mortalité des larves L3, donc ça permet quand même de, réduire considérablement, le niveau d'infestation de la parcelle. En ce qui concerne le ramassage des crottins, donc là aussi, c'est toujours une étude, suédoise qui a, fait pâturer, 3 chevaux sur, 2 sous-parcelles en alternance. Dans la parcelle A, les crottins étaient ramassés 2 fois par semaine, alors que dans la parcelle B, ils étaient laissés en place. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont laissé pâturer les animaux comme ça pendant 5 semaines, en alternant un jour sur 2, la sous-parcelle A et la sous-parcelle B. Ils ont fait des prélèvements d'herbes pour, comptabiliser le nombre de L3 présentes, et ce qu'on peut voir sur le graphique, donc vous avez toujours ici là la quantité de L3 par kilo d'herbe. Et ce qu'on peut voir en rouge ici, c'est, les résultats pour la sous-parcelle A où il y a eu le ramassage des crottins, et en noir, la parcelle dite contrôle où les crottins ont été laissés sur place. Et ce qu'on peut voir, c'est que le ramassage des crottins 2 fois par semaine a permis de réduire l'infestation, de la pâture. Il y a une autre étude qui a été menée au Royaume-Uni, cette fois-ci sur les ânes, qui montre des résultats, similaires, que le ramassage des crottins permet de, réduire le niveau d'infestation de la parcelle. Effectivement, c'est une pratique où on enlève la source, de parasites, donc ça semble être une pratique qui est efficace, mais qui est en revanche très peu pratiquée sur le terrain car très chronophage. Autant sur les petites surfaces, cela type paddock, ça peut être réalisable. Cependant, sur une parcelle, de prairie, de plus large surface, les crottins restent des éléments fertilisants, donc les ramasser, ça a un impact non négligeable sur, le volet agronomique et biologique. Donc on enlève l'élément fertilisant. Donc c'est plutôt une pratique à pratiquer qu'en cas de, problème de parasitisme avéré dans une structure ou de résistance, mais pas dans des prairies qui sont beaucoup plus grandes et avec des utilités, pour, la production de fourrage par exemple et de pâturage. En termes de fréquence, là, dans les 2 études, c'était un ramassage 2 fois par semaine. Effectivement, 2 fois par semaine en période estivale, ça semble, plutôt bien car c'est là où la période de développement des œufs en larves est la plus courte, puisque les températures sont les plus élevées. Par contre, durant les périodes plus froides, il est sûrement possible de diminuer, à 1 fois par semaine, mais là encore, il y a très peu d'études, sur le sujet. En ce qui concerne le solage et les amendements fertilisants, qu'est-ce que c'est le chaulage? Donc c'est l'apport d'un amendement ou d'un produit basique à base de calcium et de magnésium. Pourquoi on chaule? C'est, donc pour réduire l'acidité du sol parce que en fait lorsque, le sol s'acidifie, on a une libération, d'aluminium qui est toxique et qui va limiter le développement racinaire et l'assimilation des éléments nutritifs par les plantes. Donc le chaulage, il est pratiqué, particulièrement en été, à l'automne, après la récolte, et en fait, il existe 2 types de chaulage. Un chaulage, de ce qu'on appelle de redressement, qu'on apporte une quantité, importante sur plusieurs années consécutives pour redresser un pH faible, et on a aussi ce qu'on appelle un chaulage d'entretien qui va ici apporter tous les 3-4 ans un amendement pour maintenir un pH qui soit suffisant. Attention, on ne chaule pas sans analyse de sol au préalable. D'un point de vue parasitaire, est-ce que, ça a un impact, sur du coup les différents stades, libres, dans la prairie et notamment les larves L3? Donc là aussi, la bibliographie est assez maigre. Il y a
pas ou peu d'études sur le cheval. La majorité des résultats et des recommandations sont aussi issus de travaux conduits chez les ruminants et en fait, on constate une efficacité qui est extrêmement variable, selon les types, de chaulage et de fertilisants et en fait, c'est des essais qui sont quasiment uniquement réalisés en laboratoire et non en plein champ. Il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment, très minime et on voit, par exemple ici, chez, les chèvres, aucune réduction du niveau d'infestation, de la parcelle, en chaulant, enfin en apportant du cyanide calcique. Donc ça reste des résultats qui sont, mitigés, sur le chaulage. Concernant les conduites de pâturage, eh bien, nous verrons ça lors de la seconde partie, de ce cycle de webconférence qui sera le jeudi 20 juin 2024. Je vous ai remis ici un petit tableau de synthèse, sous forme de smiley, avec les différentes pratiques qu'on a pu, voir, dans cette présentation. Donc le herçage, la fauche, le ramassage des crochets, le chaulage, le broyage et la mise au repos. Ce qu'on peut voir, c'est que ces pratiques sont parfois, antagonistes à la fois d'un point de vue agronomique et parasitaire et que, en fait, on a une forte dépendance aux conditions météorologiques, ceci du fait des effets de la température et de l'humidité, sur le cycle, de développement du parasite. Pour en savoir plus, je vous ai mis, pas mal de liens, vers des supports vulgarisés à la fois sur le parasitisme et la gestion des prairies. Je vous remercie pour votre attention.